Human, un podcast radio dédié à l'actualité et aux grands enjeux internationaux au travers du regard des acteurs de l'humanitaire. Une émission présentée par Pierre-Alain Gourion. Bonjour à tous et à toutes, merci d'être là avec nous dans Human, toi l'homme, le média humanitaire, toi l'homme, que fais-tu de ta planète? Question qui aujourd'hui va revenir avec une nouvelle thématique autour de l'art de la résilience en situation d'effondrement. Effondrement possible de la planète, nous allons en parler avec nos invités. Aussi bien avec un invité scientifique, j'ai noté Arthur Grimont-Pont. Bonjour. Bonjour. Vous êtes ingénieur? C'est ça, oui. Et vous avez fait un site et une association qui s'appelle les Greniers d'Abondance, qui a pour vocation de... Ce site a pour vocation de faire la promotion des voies de résilience à emprunter à l'échelle des collectivités en ce qui concerne le système alimentaire. Donc, comment nous nourrir demain dans une situation a priori fortement dégradée à de nombreux points de vue. Voilà, et des nourritures terrestres, nous passerons sans doute aussi aux nourritures intellectuelles, aux nourritures, il y a la nourriture scientifique et puis il y aura la nourriture en quelque sorte créatrice, celle des metteurs en scène, par exemple de Karine Dufaux, bonjour. Bonjour Pierre-Alain. Voilà, donc Karine, tu es, je ne sais pas si on se voit, si on se tutoie. On va se tutoyer. Allez, on va se tutoyer, on s'éclate. Tu as récemment mis en scène une pièce de théâtre qui s'appelle La Traversée, qui va être jouée ici au Bebel Art en janvier, je crois que c'est un dimanche, le 18 janvier. Quelques mots sur ce spectacle. Alors ce spectacle, j'ai décidé de mettre en place par rapport à une association dont je fais partie activement, qui s'appelle Tombouctou Héritage. Et la question de l'immigration, la migration me questionnait par rapport à la traversée. Et j'en ai parlé avec Maglone Gilbert-Vidal, qui est fondatrice de l'association. Et on a eu envie de demander à Jacques Chambon d'écrire le spectacle. Maglone a aussi participé à l'écriture du spectacle. Et ce spectacle est mis en place par rapport à l'association. On est tous bénévoles, donc à chaque fois que le spectacle joue, l'argent va directement à l'association. Voilà, donc une deuxième approche qui est une approche par le jeu, une troisième approche à travers la lumière, et j'ai nommé le photographe Franck González Alonso, bonjour. Bonjour. Voilà, alors Franck, quel est ton travail et comment peut-on rapprocher ton travail de photographe de notre thématique autour de l'art, de la résilience et des possibilités d'effondrement? Alors, moi j'ai une approche assez personnelle qui est très liée à un peu la recherche spirituelle qu'on a tous dans notre intérieur. Et cette approche, ça me permet aussi de faire une petite graine au monde pour essayer de disperser un peu cette énergie humaine et au niveau vibration aussi. Donc moi je cherche plutôt diffuser aussi l'art comme un médium d'expression, pas forcément que les côtés artistiques, sinon aussi les côtés humains et les côtés spirituels. D'accord, voilà, donc la lumière, la photographie. Et puis Jonathan Lobos, qui est un auteur et un metteur en scène, avec une pièce, l'organisation d'abord d'un véritable colloque qui s'appelait Le Théâtre et le Bruit, qui s'est tenu, un festival en quelque sorte, qui s'est tenu à Lyon en octobre 2019, avec à l'intérieur un spectacle que tu as écrit et qui s'appelle Là, le feu. Alors, est-ce que tu en dis quelques mots ou est-ce qu'on écoute d'abord la chronique de Suzanne, parce que Suzanne Le Maréchal, qui co-anime avec moi cette émission, a vu ce spectacle et elle va nous en parler. En effet, c'est par un dimanche pluvieux que je me suis rendue avec ma mère dans un petit théâtre caché dans le 7e arrondissement de Lyon, 4 rue Croix-Barré, une salle qui s'appelle Le Croiseur, qui accueillait la compagnie lyonnaise Le Théâtre du Bruit. Cette compagnie date de 2013 et c'est Jonathan Lobos qui en est à l'initiative. Elle travaille depuis 2016 sur le péril écologique, avec un spectacle plutôt comique appelé Planète Bleue et un théâtre musical plus dramatique, Là, le feu.
C'est justement cette pièce que je suis allée voir ce week-end d'octobre. Elle clôturait une série de conférences sur le thème de l'effondrement de notre civilisation thermo-industrielle, un thème qu'on aime bien nous ici à Human. 2 semaines, du 7 au 20 novembre 2019, qui ont proposé 14 événements, conférences, rencontres, expositions, ateliers, il y en avait vraiment pour tous les goûts. L'événement s'appelait Cycle effondré 2, et c'est aussi à Jonathan Lobos qu'on le doit. Donc pour en revenir à cette magnifique pièce, que dire, à la fois touchante et effrayante, elle met en lumière et en musique le questionnement et les doutes qui nous traversent lorsqu'on prend conscience de l'effondrement imminent du monde tel qu'on le connaît. Quelle est notre part de responsabilité? Ai-je le droit d'être en colère? Et maintenant, que puis-je faire? Portée par 3 artistes, Tamara Denreuther, Sala Lintonen et Bérangère Steblin, 3 femmes aux multiples talents, comédiennes, beatboxeuses, guitaristes, chanteuses, violonistes, et le tout dans un décor apocalyptique et le jeu de lumière envoûtant de Fanny Revel. Poétique et émouvant, Jonathan Lobos nous embarque pour 1h25 de spectacle dont on ne ressort pas indemne. On n'en ressort pas indemne, Jonathan Lobos. Donc comment as-tu écrit ce texte, puisque tu es là comme metteur en scène, mais tu es là comme auteur d'abord. L'auteur préexiste au metteur en scène, si j'ose dire. Comment ça s'écrit, une pièce comme cela? De quelle manière, plus exactement, le thème de l'effondrement a fait irruption dans ton écriture? Donc bonjour déjà. Oui. Et merci de m'accueillir. Donc du coup, le texte en fait est pas parti sur le thème de l'effondrement. En fait, il est parti sur une réflexion personnelle de ce que j'avais envie d'écrire et de ce que je ressentais personnellement. Et en fait, à force d'écriture, qui était une écriture automatique, j'ai ressenti cette urgence d'agir, cette peur en fait de l'avenir. Et en fait, du coup, ça a répondu à un sentiment d'insuffisance, d'impuissance, de sentiment de tourner en rond et d'être un peu isolé face à une multitude de difficultés, pour minimiser le terme, qui semblent arriver ou qui sont déjà en cours. Donc voilà, c'est plutôt de la mise en écrit, et finalement, à force, c'est un peu un texte d'obsessionnel, hein. Donc j'ai réécrit la pièce, et en fait, c'est parti de l'effondrement d'un je, d'un individu un peu informe, à l'effondrement d'un nous. Donc l'idée, c'est de partir de sentiments que nous pouvons ressentir face à ces questions, et de l'élargir sur des questions plus générales, comme l'effondrement en tout cas. Est-ce que je comprends bien si je dis que l'écrivain, enfin la personne qui écrivait, toi, dans ton écriture, il y a un moment où tu t'es effondré, entre guillemets, et que, comment dirais-je, les projections de l'effondrement possible collectif qui risque de nous arriver t'a aidé à continuer l'écriture? Presque. En tout cas, je n'étais pas familier à aux textes, aux théories sur l'effondrement. J'ai eu ça après, quand j'ai commencé à mettre en scène le spectacle, où plusieurs personnes m'en avaient parlé. Et comme justement, je m'étais effondré sur un autre projet que je n'avais pas réussi à aboutir, du coup, je n'avais pas envie de trop ni me documenter, ni orienter mon travail en fonction des informations supplémentaires qui arrivaient. Mais en cours de mise en scène, donc ça c'était il y a 1 an, j'ai assisté à un cycle de conférences organisé à Marseille, à l'Équitable Café, qui a fermé depuis. Et là où j'ai rencontré notamment Vincent Mignereau, Laurent Testo, avec qui on a travaillé sur le cycle effondré. Et effectivement, il y a eu beaucoup d'échos sur même les mots, le vocabulaire choisi de la pièce, les idées véhiculées. Et voilà, et donc si Suzanne peut confirmer ou non, mais c'est vrai que ce qui est intéressant, je crois, c'est que je n'avais pas ces théories avant de la passage à l'écriture, quoi. Et bien d'ailleurs, en parlant de théorie, et avant de parler peut-être de l'art et de tout ce qu'on ressent autour de cette théorie de l'effondrement, peut-être qu'on pourrait avoir une explication, en tout cas un état des lieux, de ce qu'est l'effondrement ou les effondrements de cette société thermo-industrielle dans laquelle on vit, Arthur Grimampon. Oui, donc c'est une ample tâche, mais je peux essayer d'expliquer qu'est-ce qui se cache derrière le mot d'effondrement aujourd'hui. En 2 minutes 45 Si c'est en 2 minutes 45, je vais devoir aller très rapidement. Donc oui, tu précises l'effondrement de la société thermo-industrielle. C'est une précision importante parce que c'est vrai que le mot commence à faire polémique en ce moment, alors qu'il y a un effondrement qui est premier par rapport à tous les autres et qui est indubitable, qui est disons, conforté par toutes les études scientifiques, c'est celui de la biosphère.
le monde animal est déjà très largement effondré. Il ne reste plus qu'une fraction de ce qu'il était il y a quelques décennies et à plus forte raison quelques siècles. Si on prend par exemple la masse des vertébrés qui arpentent aujourd'hui la Terre, elle est constituée à 98% par l'homme et ses animaux d'élevage. Donc les 2% restants sont des animaux sauvages et ce n'est pas évidemment la représentation qu'on en a usuellement quand on a été à l'école, quand on a ouvert des livres pour enfants. Par contre, on est bien d'accord que les 2%, ce sont les vertébrés, donc ça ne prend pas en compte... Ça prend pas en compte tout ce qui est insectes, poissons, Alors, pour etc. être plus exact, ce sont les mammifères terrestres. Si on ajoute les mammifères non terrestres, on arrive à un chiffre assez peu différent, en fait. Et si on prend en compte l'ensemble des vertébrés, on arrive encore à un chiffre pas si différent. Par contre, si on prend en compte les insectes, cette fois-ci, les chiffres sont assez différents. Effectivement, la masse des invertébrés, par exemple, est très importante et celle des insectes l'est également. En revanche, l'effondrement, bien sûr, ne se cantonne pas à la sphère des mammifères. Il y a une étude parue récemment qui a fait grand bruit dans Nature, qui part d'un déclin de 67% de la biomasse des arthropodes. Donc les arthropodes, ça paraît être un nom compliqué, mais ce n'est pas compliqué du tout. C'est une branche du vivant, celle qui comporte le plus grand nombre d'espèces en nombre, le plus grand nombre d'individus, la plus grande variété d'espèces animales, finalement. C'est quoi les arthropodes? Ça n'a pas de rapport avec l'art, non? Pas encore, mais... Bon. Il y a dedans les insectes, ouais. Il y a dedans les arachnides, et il y a dedans les crustacés, par exemple. Donc, premièrement, la biosphère s'effondre. La biosphère s'effondre, et ça ne s'est pas déjà produit, ça a commencé à se produire, et ça continue à se produire à très grand rythme. Et finalement, le rythme s'accélère. Là, donc, les 67% dont je parlais, c'est en 10 ans, donc c'est quelque chose d'absolument incroyable. Ensuite, pour en venir à l'effondrement de la civilisation thermo-industrielle, c'est un mot très complexe. Une crainte qui est pressante en ce moment, c'est bien sûr la question du pétrole, des énergies fossiles qui nous ont permis de nous développer. Donc l'Agence internationale de l'énergie, qui fait foi pour les prévisions, qui fait référence en général en la matière pour les prévisions d'offres mondiales d'hydrocarbures, parle d'une contraction globale de l'offre avant 2025. Elle a fait ses pronostics et on a averti les décideurs fin 2018. Donc c'était la première fois qu'on était mis en garde collectivement contre une contraction globale de l'offre du pétrole. Donc ça se matérialisera par des conséquences difficiles à estimer ou bien que trop bien estimables pour la société qui dépend massivement du pétrole qu'on est aujourd'hui. À titre d'exemple, rien que pour notre alimentation en France, on dépend de 30 000 semi-remorques qui traversent d'un bout à l'autre toute la France pour nous alimenter quotidiennement. Ensuite, il y a bien sûr la question du climat. Ce qui est intéressant de constater, c'est que c'est une menace qui vient s'ajouter, mais qui n'est pas aujourd'hui la raison principale pour laquelle le vivant s'effondre. Par contre, les conséquences du réchauffement climatique vont être amplifiées et à un rythme très élevé et très difficile à prévoir. Par exemple, Météo France et l'Institut de climatologie Pierre-Simon Laplace font des projections régionalisées du réchauffement climatique et on s'aperçoit que le niveau de sécheresse moyen des sols en 2050 correspondra au niveau aujourd'hui sec à extrêmement sec pour une grande partie du territoire. Donc dans ces conditions, c'est difficile d'estimer ce qu'on sera en mesure de continuer à produire en termes agricoles. Les conséquences sur les écosystèmes seront dramatiques. On peut le dire, on le sait déjà. Voilà. Donc ça, c'est la troisième donnée scientifique qui laisse penser que des éléments d'effondrement vont se produire. Dans quel délai? 5, 10, 20 ans, 30 ans, on n'en sait rien. On est peut-être déjà dedans. Quel est votre sentiment? Absolument. Suivant le type d'effondrement dont on parle, on est déjà dedans pour celui de la biosphère. Pour celui des sociétés industrialisées, on peut dire que ce n'est pas encore le cas à une échelle globale, mais il y a bien sûr des pays qui sont effondrés ou qui sont en cours d'effondrement. Mais donc ce qui nous préoccupe en tant que mammifères en général très anthropocentrés, c'est bien sûr quand est-ce que ça va nous toucher, notre société. Ça, je ne m'avancerai pas à faire des pronostics en la matière, mais j'ai l'intuition que ça se situe dans un avenir pas lointain, qu'on le connaîtra de façon évidente tous de notre vivant. Donc le Titanic avance, il va peut-être bientôt couler, et pendant ce temps-là, l'orchestre continue à jouer, une manière comme une autre de présenter la musique que l'un de vous nous a proposée. Alors on danse Stromae.
Alors voilà, Stromae, Alors on danse, une chanson choisie par Jonathan Lobos parce qu'elle faisait partie de son spectacle, Là le feu, des musiques qui sont intéressantes dans la mise en scène au théâtre. Karine Dufaux, est-ce que vous pourriez nous parler de cette mise en scène? Est-ce que vous aviez, vous aussi, été touché par ce thème d'effondrement? Vous en aviez entendu parler? Est-ce que ça vous inspire? Alors, le début de la création du spectacle était lié à l'association dont je fais partie, comme j'ai dit tout à l'heure, sur Tombouctou Héritage. Et l'envie du départ était vraiment de créer ce spectacle en lien avec l'association. Sinon, peut-être que je n'aurais jamais monté ce spectacle. Et tous les gens qui font partie du projet sont aussi impliqués dans l'association. Donc oui, moi ce qui me pose question aussi au Mali, du coup, parce que j'y suis aussi allée en janvier, c'est assez étrange parce qu'ils sont en conflit, pour ne pas dire en guerre. Et il y a vraiment de la joie, il y a de la solidarité. Ils sont ensemble. Moi, j'ai travaillé avec une équipe malienne pour monter aussi le spectacle. Toutes les voix off font partie qui font partie de la traversée sont l'équipe malienne et avec l'équipe française. Donc oui, je pense que c'est tout le monde entier qui est concerné par ce qui est en train de se passer. Est-ce que vous trouvez que l'art permet d'une certaine manière de faire accepter aux gens l'effondrement, plus que, par exemple, quand on écoute Arthur Grimont-Pont, on va entendre beaucoup de faits, de chiffres, où les gens le savent mais ont du mal à l'intégrer. Est-ce que l'art permet finalement d'intégrer et peut-être d'accepter plus un effondrement qui se passe effectivement psychologiquement aussi? Alors oui, je pense que dans une certaine mesure, on est tous concernés et quelque part on le sait. De toute façon, on le sait, on ne peut pas le nier. Après, moi ma question c'est que demain, où on va, de toute façon on va dans le mur dans tous les cas, j'irai agir totalement. C'est-à-dire que là déjà mon action, moi je suis comédienne et metteur en scène depuis presque 20 ans. Et aujourd'hui, je continue à travailler dans le spectacle et dans l'art, mais d'une autre manière. Je ferai toujours ça. Mais je suis en train je fais une reconversion en langue des signes, par exemple, pour être interprète, parce que le monde des sourds me passionne et la question aussi qu'eux, ils ont vécu, c'est aussi difficile. Et là, on est tous ensemble pour se battre d'une certaine façon quand on fait de l'art. Mais demain, j'irai me battre vraiment, ça c'est certain. Voilà, et nous voilà au cœur de notre sujet qui est en situation d'effondrement. Quelles sont les issues, quelles sont les suggestions que l'art, les diverses manières de créer nous offrent et de quelle manière cette résilience peut se passer. Et alors en regardant ce qui existe sur la résilience, eh bien j'ai trouvé à un moment que ça pouvait être compris comme une opposition à l'art contemporain, et là je m'adresse à notre photographe, à Franck González Alonso, qu'il pouvait y avoir à travers cette résilience comme une opposition avec l'art contemporain, comme une opposition avec un art qui serait sans issue, qui serait empêtré dans son propre discours, qui serait empêtré dans l'intention conceptuelle de l'artiste. Alors voilà, je regarde le photographe. Même tous les mots, c'est contemporain. Oui, même les mots sont contemporains. Je tombe peut-être moi-même dans ce défaut. L'art contemporain, c'est vrai qu'il y a beaucoup de réflexion dedans. Moi, comment tu te situes, toi, par rapport à cet art contemporain? Moi, je ne me sens pas du tout dans l'art contemporain. Voilà. C'est pour ça que j'ai un peu du mal à... Même, je viens d'être à Paris, à visiter beaucoup le festival de la photo, photophile, tout ça, et c'est assez effrayant des fois. Le contemporain, moi, j'essaie de pas trop me jeter dedans. Donc moi, mon approche dans l'art, c'est plus ma réflexion à moi-même, comme moment, comme âme, dans cet univers, et dans ma vie quotidienne aussi. Donc moi, j'essaie de transmettre quelque chose à travers mon travail, et surtout depuis un an, encore plus parce que j'ai pris encore plus conscience à travers de mon expérience personnelle
d'aller dans un chemin, parce que j'ai dû passer quand même dans un chemin sans lumière, obscur, pour arriver à voir la lumière. Et c'est ça qui m'a permis de me dire, voilà, aujourd'hui, où je veux être dans mon art. Du coup, ma réflexion, je dis, c'est plus... Il y a la nature, il y a l'industrie qui nous poissonne. Mais moi, je suis trop dedans dans l'humain. Donc, moi, aujourd'hui, j'ai fait beaucoup de surveillance à essayer de m'inspirer de la douleur, mais plutôt sans montrer la douleur comme quelque chose de dramatique ou quelque chose de négatif. C'est plutôt j'essaie de trouver un moyen d'expression plus dans les positifs, comme la pièce qu'on entend parler tout à l'heure. Plus parce qu'en fait, plus on parle aussi des choses négatives, plus on aperçoit le monde dans la négation, plus les choses ils vont aller dans cet esprit, dans cette vibration. Du coup, ma réflexion, c'est qu'aujourd'hui, on devrait plus parler des choses positives, on devrait plus assumer que la volonté, que la vie elle est belle, que le monde, on peut être heureux, qu'il faut faire confiance à l'humain, plus que c'est envoyer la balle et parler que des choses, c'est mon point de vue, que des choses négatives, que c'est la guerre, que c'est la télé, on voit que des choses d'horreur, on ne parle pas de belles choses. Donc, Et bien justement, je crois que Jonathan Lobos a beaucoup à dire là-dessus, et sur cette idée qu'à chaque fois qu'on parle d'effondrement, les gens veulent qu'on soit positif et qu'on ait toujours cet besoin de parler d'écologie, comme quoi tout ira bien. Est-ce que tu as quelque chose à dire là-dessus? Parce que la pièce que tu nous as écrite, on n'en sort pas spécialement, on en sort ému, mais pas forcément positif de cette pièce. Moi je pense au fait que j'ai pas de réponse en fait à donner à tout ça, donc déjà ça c'est un premier point. Donc effectivement on reste dans l'émotion et on reste dans la difficulté de trouver un positionnement par rapport à ça. Moi le personnage qui anime là le feu et qu'interprètent les trois comédiennes est une personne qui ne cesse de se contredire en fait. Et du coup pour moi justement essayer d'être positif, c'est à la fois constructif et en même temps contre-productif, parce qu'il y a tous les processus de déni qui est un peu l'ennemi de la pièce, où le personnage n'arrête pas de se mentir entre ce qu'il dit, ce qu'il fait et ce qu'il dit, et en fait c'est un va-et-vient incessant. Les injonctions paradoxales également, qui est aussi des choses qu'elle doit faire, qui répond par une sorte de storytelling du « tout ira bien », enfin voilà, en fait c'est compliqué en fait de parler de tout ça et de savoir qu'est-ce qu'on peut et doit faire. Et c'est ce que je raconte dans Le Feu. Donc c'est vrai que du coup, pour moi, il n'y a ni position à avoir positive ou négative. Il faut juste être à l'écoute de ce qu'on ressent. Et après, de toute manière, soit des personnes se braqueront parce que le ton que j'ai pris de ma pièce est assez tragique ou assez dur parfois, ou au contraire, se sentiront aussi pas seuls, parce que justement, ce sentiment est très fort à la fin par le public, de se dire qu'en fait, oui, j'avais l'impression qu'on était dans ma tête et que ce que je ressentais, finalement, j'avais le droit, quelqu'un l'exprimait et j'avais le droit de le ressentir. On a le droit d'être triste. On a le droit d'être triste, et oui. On a le droit d'être triste, on a le droit aussi de regarder la réalité scientifique telle qu'elle nous est amenée par ceux qui savent, par les sachants du domaine scientifique. Et regardant cette réalité, peut-être que ça nous conforte, optimisme et pessimisme mélangés, dans le fait de survivre, dans le fait de réagir et d'être précisément dans la médiation artistique, dans la résilience. Et c'est là que nous nous interrogeons dans cette émission sur les vertus thérapeutiques de l'art, sur la fameuse catharsis aristotélicienne, sur le fait d'être capable de convertir les passions à travers l'esthétique. Grand silence. Qu'est-ce que c'est l'esthétique après? Qu'est-ce que c'est l'esthétique? Franck? Bon, l'esthétique, c'est toujours personnel, l'esthétique. C'est que je peux être admiratif d'un tableau, que peut-être quelqu'un à côté de moi, il sera dans une émotion différente. L'esthétique, c'est toujours très relative. Donc, est-ce que l'esthétique dépend du contexte également? Est-ce que parfois, par exemple dans un contexte d'effondrement dans lequel on est aujourd'hui, on va trouver quelque chose de très beau,
parce qu'on se dit que c'est peut-être la dernière fois qu'on va le voir, alors qu'on l'aurait vu dans un moment antérieur, on l'aurait peut-être moins regardé. Oui, peut-être. On pourrait parler d'Antonin Artaud, qui travaillait comme ça, justement, avec le surréalisme aussi. Et puis, en pleine crise, il travaillait de cette manière-là. Après, aujourd'hui, on en est, selon moi, on n'aura plus le temps, en fait. Ça va être ça. C'est-à-dire qu'on n'aura plus le temps de penser. Le temps de la création, ça demande un peu de temps quand même. Et l'esprit doit être, même si aujourd'hui il est perturbé parce qu'on est au courant de ce qui se passe, demain, après-demain, ça ne sera plus le cas. Et c'est, en effet, je rejoins Arthur, c'est vraiment tout proche, de toute façon. Donc selon moi, on n'aura peut-être plus le temps. Et artiste, humain ou créateur, selon ce qu'on est, selon ce dont on a envie, on ne se différencie pas. C'est-à-dire que moi, je suis toujours une créatrice, dans tous les cas, même si demain, je ne fais pas de spectacle. Et ma création, elle sera justement de mettre une pierre à l'édifice et d'aller voir ce qui se passe concrètement. Et c'est ce que je fais avec l'association, d'ailleurs. Voilà. Bon, oui, Jonathan. Oui, puis tu as parlé de la catharsis, du coup ça a Ouais. été aussi une grosse difficulté de la pièce, parce que par exemple quand je faisais les castings, on me disait toujours est-ce que ça finit bien ou est-ce que ça finit mal, et que je voulais avoir la possibilité de finir mal la pièce. Et, Elle finit bien ou elle finit mal d'ailleurs? bah ça je vais pas le dire. Ah bon. Mais en fait j'aime bien les fins en queue de poisson, ça te répond un peu à ta question. Et justement l'idée c'est parce que y a le théâtre de l'opprimé, qui parlait justement de la place de la catharsis dans le théâtre forum. Et en fait, ce que j'en ai retenu, mais c'est peut-être que c'est pas ça qu'il dit, c'est qu'en fait, des fois, l'idée d'avoir vu quelque chose sur un thème fort, positivement ou négativement, donc triste ou joie, qu'on ressorte d'un thème, c'est quand notre catharsis explose, en fait, on a l'impression d'avoir agi, en fait, parce qu'on a vu quelque chose qui nous a touché sur ce thème-là. Et en fait, ça paralyse l'action. En fait, enfin, ça a l'anesthésie et du coup, on se dit bon bah il y a plus, dans notre inconscient, on ne fait plus rien après, suite à ça. Donc c'est une question difficile quand tu essaies d'avoir un thème fort, de savoir si tu réponds à ça. Et du coup, c'est pour ça que je fais souvent des fins en queue de poisson, parce que justement, je veux pas résoudre la problématique au spectateur. Tu ne veux pas je veux conclure. qu'il soit, voilà. Et Voilà. en fait, on me l'a dit plusieurs fois qu'effectivement, la fin, elle finit un peu sur ce que toi, tu en as ressenti et comment tu le... Enfin, si ça finit bien ou mal, ça dépend vraiment de toi, en fait. Alors ça rejoint peut-être une définition de la résilience qui fait partie de notre sujet, posée par le psychiatre Boris Cyrulnik, qui dit c'est tout simple, la résilience. C'est comment reprendre un développement après une agonie psychique. C'est aussi simple que ça. Je suis dans un moment de difficulté, qu'elle soit individuelle ou collective, à travers par exemple un effondrement. Donc je vais être dans un trauma je vais être dans un traumatisme. Comment est-ce que je réagis? Comment est-ce que je revis et j'aide les autres à revivre après ce moment de déflagration, cette agonie? Bon, alors, c'est pas bien rigolo tout ça, mais il y a peut-être du positif post-effondrement en quelque sorte. Alors on va se faire un peu de musique avec Tout ira bien. Je crois que le chanteur c'est Rameau. Tout ira bien, tout ira bien, tout ira bien. Voilà, vous êtes dans Human avec aujourd'hui un thème autour de l'effondrement de l'art et de la résilience. De quelle manière la création artistique, de quelle manière le spectacle peut nous aider à dépasser ces moments difficiles. Donc on a examiné la lumière, la photographie, on s'est promené un petit peu dans le théâtre, ma foi bien rapidement. On nous avait posé également avec notre scientifique Arthur Grimont-Pont un peu des bases de réalité scientifique. Et puis il y a une question qui se pose, c'est les arts plastiques. Et pour les arts plastiques, eh bien, nous avons demandé à une historienne de l'art, à Caroline Rivollet, de nous rendre compte de son passage à la Biennale d'art contemporain de Lyon. Oui, bonjour. Alors, dans ce thème, moi, il me paraissait important de parler de l'artiste Pietri Talilaj, puisqu'à mon sens, il réunit un peu tout ce dont vous parlez. Il a vécu l'effondrement, il a été résilient et grâce à sa création artistique. Et voilà, et l'art, puisque c'est un artiste plasticien, tout simplement. Donc ça répond aux trois thèmes. Pietri Talilaj, c'est important de savoir qu'il est né donc, en 1986 au Kosovo.
Et on n'a pas besoin d'être très fort en calcul pour comprendre que donc son enfance a été marquée, bousculée par la guerre du Kosovo, puisqu'il avait 12 ans quand il est parti avec sa famille dans un camp de réfugiés pour échapper à la guerre, à la montée du communisme. Donc c'est en ce sens-là qu'il a vécu l'effondrement de son pays, de sa culture, de ses racines et de son identité. Ça a vraiment été pour lui un événement traumatique qu'il a essayé de surmonter par la création contemporaine. Et c'est en ça qu'on peut... c'est avec ce contexte-là qu'on peut appréhender son installation qui s'appelle... Alors, excusez-moi si je vais peut-être un petit peu bafouiller le nom de l'installation. C'est Shkrepettima, qui veut dire éclair, foudre en français. Donc c'est traduit de l'albanais. Et c'est une installation qui est présentée à la 15e Biennale d'art contemporain de Lyon, aux usines Fagor, donc cette année, qui comprend deux éléments principaux. Donc comme on est à la radio, je suis obligée de vous décrire un peu les deux éléments pour que vous puissiez vous immerger un peu dans son œuvre. Dans une première structure, l'artiste nous amène dans une scène de pièce de théâtre. Il accroche en suspension des rideaux de théâtre, donc des costumes aussi, et des peintures immenses qui suggèrent un décor de scène en aquarelle avec des peintures très claires, très douces. Et quand on avance un peu dans l'installation, on voit d'autres objets qui nous intriguent un peu plus, et notamment un pistolet. Et on comprend alors que cette scène de théâtre assez classique est finalement angoissante, puisque les costumes en suspension deviennent des présences angoissantes, fantomatiques, entre présence et absence. Et finalement, ces immenses toiles aquarelles qui constituaient le décor de cette scène deviennent juste des fenêtres vers l'extérieur où on peut s'échapper, où on a besoin de partir de cette scène angoissante. Et dans un deuxième élément, l'artiste place un lit au centre de l'espace. Donc le lit évoque à tout le monde un sentiment de repos, de tranquillité. Ça évoque aussi l'intimité, finalement, forcément. Et là encore, Pietri Talilaj transforme cet objet en quelque chose d'angoissant, puisqu'il suspend au-dessus du lit des objets divers, des briques, des grilles, des bouts de bois. Et on ne sait pas vraiment si ces objets explosent du lit et sont où ils sont figés en fait au-dessus du lit, ou alors si ils arrivent sur le lit d'une manière un peu angoissante encore une fois. Donc voilà, donc le lit n'est plus du tout synonyme de repos, c'est juste quelque chose d'angoissant, on ne peut pas se reposer, on ne peut pas être tranquille, c'est juste angoissant. Et en fait, à travers cette installation, l'artiste a voulu représenter la maison de la culture de Runik, qui est la ville de naissance de l'artiste au Kosovo, où il a grandi, où il a assisté à de nombreuses manifestations culturelles qui ont eu lieu là-bas. Ça a été une institution phare du Kosovo pendant plus de 30 ans, où il y avait du théâtre, une bibliothèque, il y avait aussi une salle de cinéma et une coopérative agricole. Et en fait, cette maison de la culture a été complètement abandonnée avec la guerre du Kosovo et a fini par s'éteindre complètement à la fin des années 90, donc au moment où Petrit est parti également avec sa famille. Donc l'artiste illustre de manière assez forte et poétique comment on peut se relever d'un effondrement par la création artistique, comment on peut essayer de retrouver ses racines et sa culture, puisqu'il a été complètement déchiré, en recréant un élément de sa ville pour ramener un peu sa culture ailleurs et nous montrer comment il a pu survivre à tout ça. Voilà. Et voilà donc une autre illustration à travers les arts plastiques. Est-ce qu'une biennale comme celle de l'art contemporain à Lyon, Caroline Rivollet, est-ce qu'elle n'apporte que de l'angoisse? Je pense à cet aspect de l'art contemporain. J'ai entendu que tu répétais à plusieurs reprises le mot angoisse. Est-ce que la musique contemporaine, la musique électroacoustique, apporte que de l'angoisse? Est-ce que, après ce sentiment d'angoisse, mais c'est une question que je pose à tout le monde, il n'y a pas, un deuxième temps où on rebondit sur des choses un tout petit peu plus structurantes, un tout petit peu plus positives?
Oui, je pense. Bah, pour reprendre l'œuvre de Pietri Talilage, donc on a ce sentiment angoissant. Enfin, en tout cas, c'est très personnel. On parlait de l'esthétisme tout Bien à sûr, l'heure. Ça oui. reste des sensations Oui. très propres à chacun. Et en fait, oui, comme vous dites, enfin, comme tu dis, on a ce sentiment d'angoisse, mais après, on est face à quelque chose de beau, puisque c'est une œuvre qui reste très esthétique, et on a juste de la contemplation, de l'admiration. Donc, je pense qu'il y a ces deux choses, et c'est en ça que la résilience fonctionne, en fait. Oui. Sur ce sujet, Jonathan ? Non, moi je trouve pas la musique électro particulièrement angoissante. Je pense même que c'est plutôt encouragé dans l'autre sens. Hein, mais, C'est pas ça, électro, hein, c'est électroacoustique. J'ai dit électroacoustique, On parle j'avais encore entendu, d'un c'est pour autre, Oui, d'un autre oui. registre. Ok. Voilà, sur ce sujet, je ne sais pas, Franck, Karine, ou notre scientifique qui, après tout, peut parler d'art aussi, hein. Donc, Arthur Grimont-Pont. scientifique, ingénieur-chercheur pour être plus précis, donc Oui. pas exactement scientifique au sens où j'ai pas fait de thèse. D'accord. Pour À part ce parler qu'on appelle d'art, scientifique, seulement quelqu'un qui a fait une thèse. en général, dans le langage courant en France, on appelle quelqu'un un scientifique qui publie des travaux de recherche scientifique, ce qui n'est pas exactement mon cas. Je ne publie pas des articles relus par des pairs, ou en tout cas pas encore. En revanche, on peut conduire bien sûr des travaux scientifiques sans être scientifique. D'ailleurs, le mot scientifique est extrêmement polysémique, et quand on réfléchit à ce qu'est la science, on ne sort plus de cette réflexion philosophique. C'est très très compliqué. Alors, pour revenir à notre sujet, oui, sur ce sur thème. l'utilité de l'art pour convaincre, par Voilà, exemple. oui, pour, oui. Pour faire sensibiliser peut-être. Oui, pour sensibiliser. Puisque quelque part, dans les greniers d'abondance, qui est l'association que vous avez créée, co-créée, voilà, il s'agit de ça. Il s'agit finalement de redonner au public des éléments de réflexion sur qu'est-ce qui se passe du point de vue de l'effondrement sur le terrain de l'alimentation. Oui, c'est ça. Hein ? Donc le but est d'étudier les vulnérabilités du système alimentaire, celui qu'on connaît aujourd'hui, qui est éminemment industriel, comme n'importe quelle autre industrie à peu près, et de comprendre comment s'adapter aux changements extérieurs très profonds qu'on va connaître dans les années à venir, et comment continuer à nous alimenter. Donc en quelque sorte, on s'intéresse à la résilience du système alimentaire. Comment il continuera à assurer ses fonctions essentielles malgré des perturbations très fortes. Sur la question de l'art, ça me paraît être absolument essentiel, bien que j'ai des connaissances assez mesurées et que je sois très inefficace personnellement pour utiliser ce média. Je pense que la méthode scientifique marche très bien sur certains publics et l'art sur d'autres. La meilleure façon de s'en convaincre, c'est de voir le public qui assiste à une conférence d'un scientifique. C'est en général presque que des scientifiques qui assistent à sa conférence, alors que l'art finalement a une audience beaucoup plus large et parfois donne beaucoup plus envie d'agir. Justement, on peut peut-être en discuter de cette idée de public, parce que justement Jonathan Lobos, qui a organisé à la fois des conférences dites scientifiques et une pièce de théâtre dite artistique, a essayé de mélanger ces publics, de sensibiliser et le public théâtral et le public scientifique. Et alors, qu'est-ce que tu as pu en retirer ? En tout cas, particulièrement sensibiliser, en tout cas, oui, c'est de créer des passerelles. Donc l'idée, en tout cas, c'est que des conférences que j'ai pu assister sur l'effondrement sont quand même des choses très fortes, en fait, et c'est un public extrêmement attentif et qui est ému, en fait. Et voilà, et pareil, du coup, pour une pièce où on est là pour ressentir des choses, et l'idée, c'était d'essayer de amener des faits là où on pourrait dire que la pièce va trop loin, ou ramener du sensible, là on pourrait dire que c'est trop factuel. Et en fait, c'était l'idée en tout cas de ces conférences, et d'essayer de créer du lien, ce qui n'a pas été simple, effectivement. On a beaucoup vu, comme tu disais Arthur, que le public des conférences et le public du spectacle, c'était très séparé. Enfin, qu'il y a eu peu de rencontres. Donc c'est pas pour ça qu'il faut renoncer, pardon. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est pas simple. Il y a une sorte de frontière entre art, militantisme et science. Et c'est intéressant, je pense, d'essayer de les casser, quel que soit le côté d'ailleurs où on se sent le plus proche. Et d'ailleurs, Arthur, ça vous intéresserait peut-être dans l'association de ramener de l'art dans peut-être le 7e, peut-être faire des films, mais sinon, est-ce que cette idée justement de mélanger art et science pourrait à terme vous intéresser dans l'association ? Oui, bien sûr, on réfléchit à plein de moyens, de médias pour communiquer, pour sensibiliser. Et à ce titre, l'art et notamment des films, en tout cas,
ou l'art audio, des podcasts pourraient être très intéressants. Et on ne se contente pas, bien sûr, à donner à empiler des résultats scientifiques, ce qu'on a parfois tendance à faire, empiler des chiffres de façon un peu boulimique, mais sur la majorité du public, il faut se convaincre que ça ne produit presque aucun effet, en fait. Donc c'est essentiel de ramener de l'art ou plus généralement des moyens de communication plus classiques, plus humains. Et alors, je reviens à Jonathan Lobos et à la semaine qu'il a organisée autour de l'effondrement, Cycle effondré, c'était le numéro 2. Il y aura un numéro 3 l'année prochaine? On espère. Normalement, là, je me rapproche avec une asso qui était déjà partenaire. Bon, je ne vais pas m'avancer auprès d'elle, donc je ne vais pas la nommer, mais en tout cas, l'idée, ce serait effectivement de reprendre le Cycle effondré 3e édition, courant 2020. Voilà, et de faire à la fois des choses artistiques, théâtre et autres, et en même temps des apports scientifiques. Alors, juste pour aussi dire qu'on n'avait pas fait que notre pièce en art, il y avait aussi une artiste plasticienne qui avait fait une exposition, Lily Zaza, et il y avait aussi un happening musical. D'accord. Et alors, est-ce que les publics étaient très différents? Les publics qui venaient aux réunions scientifiques et ceux qui venaient au moment artistique, est-ce que ces publics étaient radicalement différents? Est-ce qu'il y a une différence? Est-ce qu'on a senti ça? Oui, comme je l'ai dit juste avant, en tout cas, c'était difficile de créer des passerelles. Après, j'ai quand même retrouvé pas mal. Déjà, ce qui était super, et c'est ce qu'on a voulu rendre dans ce cycle, c'est l'aspect, en tout cas, bienvenu. Donc on a eu des partenaires plus ou moins proches du sujet, plus ou moins engagés dans leur action, mais en tout cas l'idée c'était vraiment qu'il n'y ait pas de jugement ou de sectarisme sur l'accueil du public, et du coup c'était assez touchant de voir qu'il y avait plein de personnes qui venaient, revenaient, et ça faisait presque une famille qui se retrouvait, et c'était assez agréable, toujours dans un contexte où on peut boire des verres et discuter, justement pour amener de la rencontre en fait. Donc j'ai revu plein de personnes, j'en ai vu aussi qui sont venus voir la pièce, évidemment, et inversement, de notre réseau de théâtre qui sont venus aux conférences ponctuellement, et ça crée toujours en tout cas une belle rencontre. En tout cas, les personnes sont ravies à chaque fois d'être venues à l'un ou à l'autre. Mais justement, je t'ai entendu dire plusieurs fois Militant, art, je vous pose la question aux autres invités peut-être. Est-ce que vous croyez que c'est possible d'être artiste et militant? Ou est-ce qu'on est obligé de séparer les deux? On trouve les deux. Bien sûr, les deux. On trouve les deux. Satit est très militant, donc oui, on trouve... moi, en tout cas... Franck Gonzalez, oui. Ouais. Pas très militant, parce que moi, je suis pas dans une approche politique, mais en tout cas, oui, il y en a pas mal d'artistes qui sont assez militants, ils sont assez forts pour ça, qui à chaque fois ils vont envoyer des belles messages dans son art pour faire réveiller un peu, mais en tout cas moi c'est pas... Alors je te coupe Franck, Karine si tu es militant puisque tu es engagé complètement aussi dans l'association Tombouctou Héritage. Oui, mais pour moi ça c'est pas vraiment un truc politique. Moi je trouve que c'est déjà du militantisme, déjà l'engagement. Qu'est-ce que militant? C'est ça. Qu'est-ce que le militantisme finalement? Oui. L'engagement, je crois que l'engagement a une cause, un engagement à une cause, et de se sentir aussi utile ensemble pour un événement. Je crois que c'est ça. Le militantisme n'est pas que de descendre dans la rue, et c'est pas que ça. Je pense que c'est vraiment l'engagement. Voilà, un grand silence, Oui. qui nous environne. Ça nous fait pas de mal non plus de prendre un temps de silence et de réflexion, Franck. Quand on parle des choses, moi je suis cubain, donc du coup l'aspect militaire, l'aspect militant, pas militaire. Militant, voilà, oui. Pardon. Et moi c'est des mots que je les transforme un peu plus. J'aime bien parler plus de l'humain. Et cet aspect-là, spirituel, que vraiment utiliser les mots militants. Pourquoi il fait si peur, ce mot militant? Je sais qu'on en a déjà parlé même avant l'émission, entre nous. Mais pourquoi est-ce que ce mot militant fait si peur et est si mal vu
Je vois toujours, les gens prennent de la distance, c'est un peu comme le féminisme. Je ne suis pas féministe, même si je veux les droits hommes-femmes. C'est des mots très forts qui font je suis peur. militante. Voilà, bah, moi aussi, mais je Non. pose la question. Ah, tu Peut-être penses vraiment, que je hasarde une réponse. Peut-être que on constate chez certains militants, pas chez tous, comment dire, une approche un petit peu univoque des problèmes, là où l'artiste, lui, revendique à juste raison d'intégrer la variété, la contradiction qui est inhérente au fonctionnement humain. Et donc l'artiste peut avoir tendance à, me semble-t-il, à prendre de la distance par rapport à ce qu'il est convenu d'appeler le militantisme, parce qu'il aurait peur que le militantisme n'enferme en quelque sorte son imagination. Mais vous allez me contredire. Oui, bien sûr. Voilà. Oui. Après, moi, en seconde, je voulais préciser quelque chose, c'est que, en fait, c'est aussi, je pense, c'est une question aussi de culture aussi, une question de comment on vit chacun nos vies. Moi, personnellement, j'ai eu la possibilité de vivre, comme Cubain, de vivre un système qui est communiste, un Tu as vécu à Cuba jusqu'à quel âge? Jusqu'à 24 ans. Oui. Moi, j'ai la possibilité aussi de connaître des pays capitalistes, donc j'ai vécu les deux. Et du coup, aucun des deux, ça me convient pas, les systèmes qu'il y a derrière. Donc, les systèmes parfaits, pour moi, ça n'existait pas. Du coup, je pense que le système parfait, c'est l'humain, et la ressources sont là. Sauf que l'humanité aujourd'hui, elle est un peu à l'envers à cause des propres systèmes. Jonathan? Non, mais juste que le fait qu'être Oui. militant, c'est une position d'individu, c'est pas une position que donne un métier. Donc voilà, si tu décides d'aller dans la rue, que tu sois artiste ou technicien ou ingénieur, enfin, en fait, c'est ton positionnement. Et après, si tu décides d'en faire des pièces, de la musique, c'est ton intérêt ou non au sujet que tu vas évoquer. Enfin, je sais pas, en tout cas, c'est pas du tout... Je pense que quand on est sur des positions dites militants, je pense que c'est la difficulté, en fait, de voir que, quelle que soit la décision que tu vas prendre, il y a forcément des impacts, en fait, contre lesquels toi-même tu es pas toujours d'accord, mais tu tranches, en fait, quand tu agis. Voilà, donc quand tu crées une pièce, tu as aussi plein d'interrogations, tu crées des personnages qui disent l'inverse de ce que tu penses parfois, mais bon, ça rentre dans une réflexion globale. Et en fait, je pense que les personnes militantes sont comme n'importe quelle autre personne, en fait. Enfin, je sais pas. Ce sont aussi des êtres humains. Surtout des êtres humains. Voilà, eh bien écoutez, voilà un petit tour de table modeste, mais sur lequel nous reviendrons dans les rapports entre l'art, entre la création artistique et les moments quelque peu bouleversés qui se sont produits dans le passé et qui risqueront de se produire également dans l'avenir. Voilà, c'était Effondrement, Art et Résilience, un Human, un nouveau. Et puis la prochaine fois, eh bien, nous en ferons un autre sur un autre thème autour de l'humanitaire et autour de l'écologie. À bientôt, salut. Human, un podcast radio dédié à l'actualité et aux grands enjeux internationaux au travers du regard des acteurs de l'humanitaire. Une émission présentée par Pierre-Alain Gourion.